Bienvenue à cette nouvelle analyse de fond. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est littéralement partout autour de nous. Dans nos mains, dans nos cuisines, partout. Exactement. L'industrie de la plasturgie au Québec. On sait que le plastique, c'est essentiel, mais en même temps, c'est au cœur de débats, disons, assez intenses. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour y voir clair, on a mis la main sur des documents vraiment intéressants. On a un portrait statistique du ministère de l'Économie, un mémoire de maîtrise de l'UQAR sur les plastiques éco-responsables. Un vrai casse-tête, celui-là. Ah oui. Et aussi un document sur un programme d'incitatif pour l'éco-conception. Fait que notre mission, c'est de brosser un portrait de cette industrie, de comprendre ses défis, qui sont nombreux, et de voir comment elle essaie de se réinventer. Et je pense que ce qui est fascinant, c'est la dualité de cette industrie-là. D'un côté, c'est un moteur économique majeur pour le Québec, vraiment. Mais de l'autre, c'est une industrie qui est constamment sous les projecteurs pour son impact environnemental. C'est cette tension-là qu'on va explorer. Parfait. Alors, allons-y. Pour commencer, juste pour saisir l'ampleur du secteur, les chiffres du ministère pour 2021 sont assez frappants. Le premier qui m'est sauté aux yeux, c'est 422 entreprises. C'est pas rien. Non, et ça représente 28% de toutes les entreprises de plasturgie au Canada. Juste ici, au Québec. Ça donne un emploi à plus de 21 000 personnes. C'est énorme. Et financièrement, ça suit. On parle de livraisons qui totalisent 7,8 milliards de dollars et d'un PIB de 2,2 milliards. C'est un secteur qui pèse lourd, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Et c'est là que ça devient, pour moi, contre-intuitif. Je m'attendais à voir des géants, des multinationales. Mais le rapport nous dit que non, pas du tout. 68% de ces entreprises, ce sont des PME. Oui, entre 5 et 99 employés. Et 16% sont même des micro-entreprises. Le secteur est donc porté par des plus petits joueurs. Qu'est-ce que ça change, ça? Ben, ça change pas mal tout. La force de l'industrie, c'est justement ce réseau de PME. C'est pas des usines satellites qui peuvent disparaître du jour au lendemain sur une décision prise à l'étranger. OK. Ce sont des entreprises souvent familiales, bien ancrées, qui existent en moyenne depuis une trentaine d'années. Ça, c'est un gage de stabilité. Et on le voit aussi géographiquement. Tout est concentré à Montréal, en Montérégie, Chaudière-Appalaches. C'est un véritable écosystème. Un écosystème qui exporte beaucoup d'ailleurs. Le rapport parle d'une balance commerciale positive de 1 milliard de dollars en 2021. C'est excellent. Très! Mais c'est là qu'on arrive au chiffre qui m'a un peu scié en deux. Ah oui? 9%. 9% de tout ce qu'on exporte va aux États-Unis. C'est une dépendance quasi totale. Ce n'est même plus de la dépendance, c'est une perfusion directe. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Et ça, c'est un risque stratégique majeur. Tu sais, une récession chez nos voisins, un changement de politique commerciale, même juste un tweet. Et c'est tout le secteur qui peut se mettre à trembler. Ouf! C'est le revers de la médaille. Et pour complexifier le tout, nos importations de matières premières, elles, viennent surtout de la Chine et des États-Unis. Fait qu'on est pris dans une chaîne mondiale, même si l'industrie a l'air très locale. OK, donc on a un géant économique stable, fait de PME, mais avec un talent d'Achille. Ou deux. C'est ça. Et ça nous amène directement au cœur du dilemme que le mémoire de l'UQAR expose de façon assez brutale. Il nous apprend que, malgré tout ce qu'on entend, plus de 99% des plastiques utilisés dans le monde viennent des énergies fossiles. Et 88 % sont des matériaux vierges. Donc jamais recyclés. Ça donne le vertige. Bien, ça nous ramène à la question de base. La question, en fait. On parle tout le temps de plastique éco-responsable, mais ça mange quoi en hiver au juste? Le terme est tellement galvaudé. Heureusement, le mémoire fait un bon ménage là-dedans. D'accord. Alors, démystifions ça. Quelles sont les grandes catégories? La première, ce sont les plastiques biosourcés. L'idée est simple. Au lieu du pétrole, on utilise la matière biologique, genre de l'amidon de maïs. Mais attention, premier piège. OK. Biosourcé ne veut pas dire biodégradable. Le PLA, par exemple, un des plus connus, vient du maïs, mais il ne se dégradera pas dans ton jardin. Ah, d'accord. C'est pas parce que c'est bio que ça disparaît. Exact. Ensuite, tu as les biodégradables. Eux, ils se décomposent grâce à des micro-organismes. Mais, deuxième Il piège. y en a une autre? Oui, un plastique peut être biodégradable tout en étant fait à base de pétrole. Ah! On peut donc avoir un plastique d'origine fossile qui se dégrade et un plastique d'origine végétale qui ne se dégrade pas.
On voit que c'est pas simple pantoute. Et pour mêler les cartes encore plus, il y a les compostables. Exactement. Et là, on entre dans la catégorie la plus capricieuse. Un plastique compostable, pour qu'il se décompose, il a besoin de conditions parfaites qu'on trouve seulement dans une usine de compostage industriel. Donc, dans le bac à compost à la maison, ça ne fonctionne pas. Non. Dans 2 ans, il va toujours être là, juste un peu plus sale. Et le recycler. C'est la première chose à laquelle on pense, pourtant. On y pense, mais la réalité est décevante. Le mémoire est clair. En pratique, il n'y a que 2 types de plastique qui se recyclent vraiment bien. Le PET de nos bouteilles d'eau et le HDPE des contenants de lait. Pour les autres, c'est une autre game. Et il y a un dernier type. Le mémoire parle d'une fausse bonne idée. Ah oui, les oxodégradables, le grand méchant de l'histoire. Ils contiennent des additifs qui les font éclater en millions de microplastiques. On a l'impression que ça disparaît, mais en fait, ça pollue juste de façon invisible. C'est pire que le problème initial. C'est un vrai champ de mine. Et pourtant, on voit que l'adoption de ces alternatives est très faible. Le mémoire, qui se base sur des entrevues, identifie plusieurs freins. Le premier, sans surprise, c'est le coût. J'ai une citation d'un acheteur qui dit tout. Vas-y. Il dit « C'est pas tout le monde qui est prêt à payer un peu plus cher pour acheter un produit qui est éco-responsable. » C'est un enjeu. C'est le bout de pied à temps. C'est le mur contre lequel toutes les bonnes intentions se fracassent. Complètement. Et tout de suite après, il y a la disponibilité. Les chaînes d'approvisionnement pour ces plastiques alternatifs, elles sont pas encore matures. Elles sont limitées, instables. Une PME peut pas prendre ce risque-là. Il y a aussi les doutes techniques, la peur que le nouveau bioplastique soit moins résistant, que la couleur soit pas pareille, que le fini soit différent. Et ça nous mène au dernier obstacle qui est peut-être le plus gros, l'inertie. Le mémoire utilise une expression que j'adore, les habitudes de développement. C'est bon, ça? C'est tellement vrai. C'est comme un chef qui a sa recette parfaite depuis 20 ans. Son premier réflexe, c'est la méfiance. Pourquoi changer une formule qui gagne? C'est un effort de sortir de sa zone de confort. C'est fascinant. Donc, aux défis environnementaux s'ajoutent des défis plus structurels. Le rapport du gouvernement en identifie 3 qui, ensemble, créent un cocktail explosif. D'abord, la pénurie de main-d'œuvre. Oui, mais c'est pas juste un problème parmi d'autres. C'est un étau à 3 mâchoires. La première, c'est la pénurie de personnel. La deuxième, c'est l'augmentation du coût des matières premières. On parle de 8,4 % de croissance par année en 2016 et 2018. C'est énorme. Ça gruge les marges directement. Et la troisième mâchoire de cet étau, c'est la productivité. Et là, l'écart est préoccupant. La croissance de la productivité au Québec à 1,8 % est bien en dessous de la moyenne canadienne de 5,1 %. Exact. Et c'est là que les taux se referment. Tu manques de monde, tes matériaux coûtent plus cher et en plus, t'es moins efficace. Il n'y a pas d'issue facile. Et ça pose la question, Ben oui, comment on peut demander à ces PME, déjà prises dans cet étau, d'investir massivement dans des technologies vertes qui sont, on vient de le voir, plus chères et plus risquées? la solution qui semble se dessiner, c'est une fuite vers l'avant, l'automatisation et la robotisation. C'est la voie logique pour pallier le manque de main-d'œuvre et augmenter l'efficacité. Mais attention, c'est une transformation immense. Ça ne veut pas dire juste remplacer des humains par des machines. Non, ça change les compétences requises. Complètement. On a moins besoin d'opérateurs, mais on a un besoin criant de techniciens qui peuvent programmer et maintenir ces robots. C'est tout le système de formation qui doit suivre. Ce qui nous amène à notre dernière source, qui est une tentative de donner un coup de pouce à ces entreprises. Le programme Éco-emballage Plus. Un système d'incitatifs financiers. L'idée est vraiment astucieuse. Les entreprises payent déjà une contribution à Éco-entreprise Québec. Le programme leur dit, en gros, si vous faites des efforts d'éco-conception, on vous redonne de l'argent. Un bonus jusqu'à 50 % de votre contribution. Ça change la perspective. Totalement. L'éco-conception devient un avantage économique, plus juste un coût ou une contrainte. Et les gestes pour obtenir ces bonus sont très concrets. Le document en liste plusieurs. Pour un bonus de 20 %, une entreprise peut, par exemple, réduire le poids de son emballage, intégrer du contenu recyclé. Ou même s'approvisionner localement.
Il y a aussi des gestes comme passer à un emballage monomatériau, donc un seul type de plastique pour faciliter le recyclage. Ou un autre, tout simple, mais tellement utile, ajouter des instructions de tri claires sur l'emballage pour aider le consommateur. Ce qui est brillant avec ça, c'est que ça s'attaque directement aux freins qu'on a vus dans le mémoire de Lucar. On parlait du coût. Ben voilà, ce programme offre une récompense financière qui vient atténuer ce surcoût. Et l'inertie, Ça s'y attaque aussi. En créant un incitatif financier, ça pousse les entreprises à sortir de leur zone de confort, à explorer, à innover. Ça crée un momentum positif pour le changement au lieu de juste l'imposer. d'accord. Alors si on fait la synthèse, on a une industrie de la plasturgie qui est un pilier économique fait de PME solides qui exportent massivement. Oui, Elle est prise dans une tempête parfaite, là. Pénurie de main-d'œuvre, coûts qui explosent, productivité à la traîne, et par-dessus tout ça, une pression immense pour sa transition écologique. c'est la tension fondamentale, oui. La transition vers des plastiques éco-responsables, elle est inévitable, mais elle est freinée par un paquet de facteurs, techniques, commerciaux, culturels. Les solutions comme l'automatisation ou les incitatifs, c'est prometteur, mais ça demande des investissements et surtout un changement de mentalité de toute la chaîne. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens. Hum, Les sources montrent un fossé entre ce qui est possible technologiquement et ce qui est adopté. Ça soulève une question un peu provocante. Étant donné que ce secteur est dominé par des PME, est-ce que le fardeau de l'innovation environnementale, avec tous les risques que ça implique, pose sur les épaules des entreprises les moins outillées pour le porter? c'est ça? Ou est-ce que, au contraire, leur agilité est justement leur plus grand atout pour mener cette transformation plus vite que des géants? La question, je pense, reste ouverte.